Elle l'a dit comme si elle lisait les prévisions météorologiques. D'un ton neutre, assuré, sans même être assez en colère pour élever la voix. Juste ce genre de rejet lent et bien rodé que seule une personne ayant agi en toute impunité pendant des années peut accomplir sans ciller. Pars où tu veux, Clément. Mais crois-moi, tu reviendras en paix. Je l'ai regardée pendant un long moment. La cuisine était impeccable. Elle avait fait venir quelqu'un ce matin-là. Tout dans notre maison était toujours impeccable, toujours géré, toujours arrangé pour donner l'illusion d'une vie plutôt que d'en être une véritablement. Valentine se tenait près de l'îlot central dans son chemisier en soie, son téléphone déjà de retour dans sa main avant même que j'aie eu la chance de répondre, comme si j'étais une conversation qu'elle avait déjà mentalement clôturée. J'ai prononcé 2 mots, on verra. Elle n'a même pas levé les yeux. 3 semaines plus tard, je me tenais dans un bureau d'angle au 31e étage d'une tour dans le centre-ville de Lyon, regardant la ville s'illuminer sous mes pieds comme un circuit imprimé prenant vie. Mon téléphone sonnait. Le nom sur l'écran n'était pas celui auquel je m'attendais. C'était Éléonore Vasseur, la présidente du conseil d'administration de Valentine, son principal investisseur providentiel, la femme qui avait signé le premier chèque ayant transformé la start-up de ma femme en une entreprise valant 37 millions d'euros. J'ai failli ne pas répondre. Je suis content de l'avoir fait. Mais avant de vous raconter ce qu'Éléonore m'a dit ce soir-là, avant de vous dire ce que j'ai découvert, ce que j'ai fait, et exactement comment tout s'est déroulé, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Car cette histoire ne parle pas seulement de vengeance, bien qu'il y en ait beaucoup. Elle parle de ce qui arrive quand un homme passe 9 ans à bâtir discrètement l'empire de quelqu'un d'autre tandis que sa propre estime de soi s'érode, un rejet après l'autre. Elle parle de ce que l'on trouve de l'autre côté d'une porte que l'on avait peur d'ouvrir, et elle parle d'un appel téléphonique qui a tout changé. Avant d'aller plus loin, si c'est le genre d'histoire qui vous touche de près, si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre vie, prenez une seconde pour vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur le bouton « J'aime », laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous auriez fait à ma place. Votre soutien permet de continuer à publier ces histoires et je lis chaque commentaire. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je m'appelle Clément Mercier. J'ai 39 ans. Depuis 11 ans, je travaille dans les opérations d'investissement à haut rendement, ce qui est une façon formelle de dire que je trouve les endroits où l'argent des autres peut croître le plus rapidement, et je m'assure qu'il y arrive en toute sécurité. J'ai été stratège en chef pendant la majeure partie de cette carrière. Le genre de rôle où vous êtes rarement le visage de l'entreprise, mais presque toujours la raison pour laquelle les chiffres sont bons. J'ai rencontré Valentine Harcourt lors d'un événement de réseautage financier à Paris, il y a 9 ans. Elle avait 31 ans à l'époque. Brillante, magnétique, le genre de femme capable d'entrer dans une pièce remplie de gens plus intelligents qu'elle et d'en ressortir avec toutes leurs cartes de visite. Elle avait une idée d'entreprise, une plateforme logicielle B2B pour aider les entreprises de logistique de taille moyenne à gérer leurs documents de conformité. Pas très glamour, techniquement complexe, et un marché extrêmement mal desservi. J'ai trouvé ça brillant. Je le lui ai dit. C'est comme ça que nous avons commencé. En l'espace de 6 mois, nous étions ensemble. 18 mois plus tard, nous étions mariés. Je croyais tellement en sa vision que j'ai accepté un poste moins bien rémunéré dans un plus petit cabinet à Paris pour être plus présent à la maison, afin de l'aider à construire l'infrastructure de ce qui allait devenir Harcourt Logique. J'ai conçu ses modèles financiers initiaux. Je lui ai présenté 3 de ses 5 premiers clients d'entreprise grâce à mon réseau. Je me suis assis en face d'elle à la table de notre cuisine à 23h, 2 semaines avant notre premier anniversaire de mariage, pour l'aider à répéter son argumentaire destiné à Éléonore Vasseur. Elle a obtenu le financement et quelque chose a changé. Ce n'est pas arrivé d'un seul coup. C'est le propre d'une érosion lente. Vous ne remarquez pas que la falaise s'effrite jusqu'à ce que vous vous teniez sur un tout petit bout de terre. Les rejets ont commencé subtilement. Valentine me corrigeait devant ses collègues lors de dîner, m'interrompant au milieu de mes phrases avec ce sourire particulier qu'elle avait, celui qui disait « laisse parler les adultes ». Elle a commencé à parler de nos décisions financières communes comme de ses propres décisions dans des interviews et des podcasts. Lorsque son entreprise a fait l'objet d'un article dans un magazine économique régional, le portrait vantait sa vision singulière et son ascension d'autodidacte. Mon nom n'a pas été mentionné une seule fois. Je me disais qu'elle était sous pression. Je me disais que c'était simplement ainsi que fonctionnaient les personnes très performantes. Je me disais que le bon type de partenariat n'avait pas besoin de reconnaissance publique pour être réel. Je me suis dit beaucoup de choses.
La première fois qu'elle a dit quelque chose de vraiment impardonnable, c'était lors d'un dîner chez les Lemaire. Des amis à nous dans le quartier de Neuilly-sur-Seine. Une maison magnifique, le genre avec une cave à vin, une cuisine de chef et un éclairage extérieur qui donne à tout des allures de pages de magazine. Nous étions 8 autour de la table. Le directeur financier adjoint de Valentine, un homme nommé Bastien, m'avait interrogé sur une stratégie de couverture particulière qui avait fait la une de l'actualité financière cette semaine-là. J'ai commencé à répondre. Je connais ce sujet. J'ai passé 15 ans à maîtriser ce sujet. Valentine a posé sa main sur mon bras, a souri à Bastien et a dit, Clément a plutôt une vision globale des choses. Il laisse les détails techniques à des gens comme toi et moi. La table a ri poliment. Bastien avait l'air mal à l'aise. Je n'ai rien dit. Sur le chemin du retour, j'en ai parlé. Elle m'a dit que j'étais trop sensible. C'était le début d'une phrase que j'ai fini par redouter, tu es trop sensible, suivi de prépare, tu sais comment je suis quand je suis stressé. Et finalement, dans sa forme évoluée finale, je n'ai pas le temps pour ça en ce moment, Clément. J'ai fait profil bas. J'ai continué à faire mon travail, qui était redevenu plus exigeant car j'avais enfin accepté un poste correspondant à mon niveau de compétences réelles, un rôle de directeur dans une société d'investissement de taille moyenne à la Défense. Le travail était bon. Mon équipe me respectait. Je construisais quelque chose de concret, même si personne à la maison ne semblait le remarquer. Parcours logique, pendant ce temps, se développait. Le financement de série B est arrivé. Valentine a embauché un vice-président du marketing, un vice-président des ventes, toute une équipe juridique. Elle participait à des tables rondes. Elle donnait des conférences. Elle faisait l'objet de portraits dans les Échos. Et quelque part au milieu de tout ce succès, elle a cessé de me voir comme un partenaire et a commencé à me considérer comme un élément du décor. Comme les meubles, présents, fonctionnels, mais ne méritant pas particulièrement qu'on s'y attarde. La dernière dispute, celle qui s'est terminée par les mots qu'elle a prononcés, a commencé pour quelque chose de presque risible tant c'était insignifiant. Nous avions été invités à un dîner d'entreprise organisé par l'un des principaux clients de mon cabinet. Une soirée importante pour moi. Je l'avais demandé à Valentine des semaines à l'avance, je l'avais noté dans l'agenda partagé et je l'avais mentionné 2 fois. Le soir du dîner, elle m'a envoyé un SMS à 16h30. Impossible de venir ce soir. Éléonore veut faire une session de stratégie. Tu comprends ? Je comprenais parfaitement. Je l'ai appelé quand je suis rentré du dîner, auquel j'ai assisté seul, où j'ai souri tout du long et auquel j'ai survécu professionnellement avec ma dignité intacte, bien que de justesse. Elle a répondu à la 4e sonnerie. De la façon dont on répond quand on n'est pas sûr d'en avoir envie, mais qu'on ne veut pas non plus se disputer pour ne pas avoir répondu. Tu n'as pas pu venir, ai-je dit. Ce n'était pas une accusation, mais un constat. Je t'ai dit qu'Éléonore avait besoin de moi. Valentine, c'était sur le calendrier depuis 6 semaines. Clément. Ce ton, celui réservé aux employés qui ont besoin d'être recadrés en douceur. Tu sais que ma relation avec Éléonore est la colonne vertébrale de toute cette entreprise. Parfois, ça doit passer en priorité. Et sur quoi est-ce que je passe en priorité, moi ? Un silence. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit. Je pose une question honnête. Tu es encore trop sensible. Et voilà. J'ai senti quelque chose en moi devenir très silencieux. Pas en colère. Silencieux. Ce genre de silence qui survient après avoir fait du bruit pendant longtemps et que l'on se rend enfin compte que personne n'écoute. J'ai réfléchi, ai-je dit, en gardant une voix posée, à accepter le poste à Lyon. Je ne lui en avais pas encore parlé. Mon cabinet avait été racheté 6 mois plus tôt par un groupe d'investissement plus important dont le siège était à Lyon. Il m'avait offert une promotion, directeur des opérations d'investissement à haut rendement avec le titre de stratège en chef, un salaire supérieur de 60% à ce que je gagnais, et la chance de construire et diriger ma propre équipe de zéro. J'avais gardé ça pour moi, attendant le bon moment pour en parler. Ce n'était pas le bon moment. Mais nous y étions. Valentine est restée très immobile au téléphone. Je pouvais l'entendre dans le silence. Le poste à Lyon, a-t-elle dit lentement. Oui. Tu es sérieux ? J'y ai réfléchi. Le ton a changé. Il ne s'est pas adouci. Il a changé. Elle n'est pas devenue chaleureuse.
Elle est devenue précise. Clément, mon entreprise est à Paris. Mon conseil d'administration est à Paris. Mes investisseurs, mes clients. Toute mon infrastructure est ici. Tu ne peux pas simplement déménager à Lyon. Tu pourrais venir avec moi. Tu travailles à distance la moitié du temps de toute façon. Ou je pourrais faire les trajets le week-end. D'autres couples y arrivent. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. A-t-elle répondu. Je sais. Rien dans ta vie ne doit te déranger, Valentine. C'est un peu ça le problème. Un autre silence. Très bien, a-t-elle dit enfin. Et sa voix avait ce terrible calme calculé de quelqu'un qui a décidé de mettre fin à la conversation selon ses propres termes. Pars à Lyon si tu le souhaites. Pars où tu veux. Mais je te le dis tout de suite, tu reviendras ramper pour t'excuser. Tu le fais toujours. Elle a raccroché. Je me tenais dans la cuisine de notre maison, cette maison impeccable, gérée et arrangée, et j'ai regardé tout cela. La reproduction encadrée qu'elle avait choisie, les plans de travail qu'elle avait sélectionnés, les poignées de placards qu'elle avait remplacés sans me demander mon avis, cette vie qui ressemblait exactement à ce qu'elle avait conçu. Je suis allé dans mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai envoyé un email à l'équipe de Lyon pour leur dire que j'acceptais l'offre. Je veux m'arrêter ici une seconde parce que je sais que certains d'entre vous se demandent pourquoi je ne suis pas parti plus tôt, pourquoi j'ai laissé cela durer si longtemps. Croyez-moi, je me suis posé la même question. La réponse honnête est la suivante. Quand vous aimez quelqu'un et que vous avez investi des années de votre vie et une attention sincère dans sa réussite, il devient presque impossible de dissocier votre propre identité de son histoire. Je m'étais tellement engagé à croire en Valentine que j'avais lentement cessé d'exiger qu'elle croie en moi. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un piège dans lequel tombent certaines des personnes les plus fortes et les plus compétentes que je connaisse. Il m'a attrapé. Et il a fallu qu'elle prononce ces mots, « Tu reviendras ramper », pour me faire enfin comprendre que je ne m'étais pas battu pour mon mariage. J'en avais simplement maintenu l'apparence. Alors, j'ai déménagé à Lyon. J'ai loué un appartement de 3 pièces dans le quartier de Confluence, au sud de Lyon, à environ 20 minutes du centre, assez près du bureau pour y aller à vélo quand le temps le permettait. L'appartement n'avait rien à voir avec la maison de Paris. Pas de reproductions encadrées, pas de quincaillerie choisie avec soin. Un canapé que j'avais moi-même choisi, une bibliothèque que j'avais assemblée en un après-midi avec le mauvais tournevis et beaucoup de patience, une machine à café qui me plaisait. Et la vue sur un chêne vert depuis la fenêtre de ma chambre qui s'est avérée valoir bien plus pour ma santé mentale que je ne l'aurais prédit. J'ai commencé ce nouveau travail un lundi fin octobre. Le vendredi de cette première semaine, je me suis souvenu d'une chose que j'avais presque complètement oubliée. J'étais doué pour ça. Pas seulement compétent, pas seulement passable, mais véritablement et techniquement excellent dans ce que je faisais. Ma nouvelle équipe, composée de 6 analystes et de 2 jeunes stratèges, était brillante, avide d'apprendre, et avait fonctionné sans véritable direction pendant près d'1 an lors de la transition liée au rachat. À la fin du premier mois, nous avions restructuré 2 segments de portefeuille sous-performants et identifié un échelonnement d'obligations dans le secteur manufacturier national que personne d'autre à notre étage n'avait remarqué. Mon directeur général m'a convoqué dans son bureau un jeudi après-midi pour m'annoncer que le chef de la division régionale posait déjà des questions sur mon travail en me nommant personnellement. Je suis rentré chez moi ce soir-là, les fenêtres baissées, à travers les collines à l'ouest de la ville, et j'ai pensé, c'est ça que j'avais oublié que j'étais. Valentine a appelé 2 fois au cours de la première semaine. Les 2 fois, les conversations ont été courtes, prudente et totalement dépourvue de quoi que ce soit qui ressemble à des excuses ou à une reconnaissance de ce qui nous avait menés là. Elle m'a parlé de la prochaine réunion de son conseil d'administration. Elle m'a demandé si je m'étais occupé d'un compte de crédit commun. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas demandé si je m'installais bien. Elle n'a certainement pas demandé si j'étais heureux. J'ai remarqué tout cela et je n'ai rien dit. Mon avocate à Paris, une femme nommée Sandrine Collin, que j'avais engagée la semaine précédant mon départ, examinait déjà les documents pertinents. Je n'étais pas encore prêt à déposer quoi que ce soit, mais je me préparais à l'être. 3 semaines après mon déménagement à Lyon, un mardi soir à la mi-novembre, mon téléphone a sonné à 19h14. J'étais au comptoir de ma cuisine en train de manger le premier vrai dîner que je m'étais cuisiné depuis ce qui me semblait être des années. Des cuisses de poulet au four avec de l'ail et du citron. Une recette que ma mère préparait quand j'étais enfant.
L'odeur de ce plat dans ce petit appartement m'a procuré le plus grand réconfort que j'avais ressenti depuis bien longtemps. Le nom sur l'écran de mon téléphone était Éléonore Vasseur. Je l'ai fixé pendant 5 bonnes secondes. Éléonore Vasseur, 63 ans, née à Strasbourg, avait bâti sa fortune dans le capital risque et le capital investissement grâce à 20 ans de transactions acharnées, brillantes et parfois impitoyables. Elle siégeait au conseil d'administration de 4 entreprises. Elle était la raison pour laquelle Harcourt Logique était passé d'une idée prometteuse dans une cuisine de Neuilly-sur-Seine à une opération de 37 millions d'euros. Elle et moi nous étions rencontrés peut-être une douzaine de fois au fil des ans. Lors d'événements d'entreprise, à un dîner, je me souvenais clairement du moment où elle m'avait posé des questions pointues sur la modélisation financière de Valentine, auxquelles j'avais répondu en détail. Et une fois, lors d'une vente aux enchères caritatives dans le 8e arrondissement de Paris, où elle avait ri à quelque chose que j'avais dit, m'avait touché le bras et m'avait dit que c'était du gâchis que je sois relégué au rôle de conjoint de soutien. J'avais balayé cela d'un rire à l'époque. J'ai répondu à l'appel. Clément. Sa voix était exactement comme dans mon souvenir. Mesurée. Précise. La voix de quelqu'un qui choisit chaque mot comme s'il en chérissait lors d'une vente aux enchères. Et comme si chaque syllabe coûtait de l'argent. Éléonore. C'est inattendu. J'imagine bien. Une pause. Êtes-vous dans un endroit où vous pouvez parler? J'ai poussé mon dîner sur le comptoir et je me suis assis sur le canapé. Je vous écoute. Je vais être direct avec vous, a-t-elle déclaré. C'est la seule façon d'être que je connaisse. Je vous appelle car je sais que quelque chose cloche au sein de cette entreprise depuis environ 4 mois, et j'ai passé ces 4 mois à me demander s'il m'appartenait d'agir. J'ai conclu que oui. Et que vous étiez la bonne personne à qui parler. Mais je veux être clair, cette conversation n'ira pas plus loin tant que je ne l'aurai pas décidé. C'est d'accord? C'est d'accord. Une autre pause. Je pouvais l'entendre bouger, le bruit d'une chaise, ce qui aurait pu être un verre que l'on pose. Je l'imaginais dans son bureau. Elle gardait un petit bureau privé au 22e étage d'un immeuble de l'avenue Montaigne à Paris. J'y étais allé une fois. Et j'ai attendu. Que savez-vous de la restructuration des conditions de la série B d'Harcourt Logique, a-t-elle demandé. Et d'un seul coup, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Dites-moi, ai-je répondu. Ce qu'Éléonore m'a raconté au cours des 45 minutes suivantes était ceci. 6 mois après la clôture de la série B, soit il y a environ 14 mois, Valentine avait conclu un accord secondaire avec une société de capital investissement appelée Massilia Capital, basée à Marseille. Cet accord renégociait la répartition du capital d'Harcourt Logique, diluant la participation d'Éléonore et celle de 2 autres investisseurs de la première heure d'un total combiné de 11 points de pourcentage. Tout en accordant simultanément à Massilia Capital une clause de sortie préférentielle et des droits d'observation au sein du conseil d'administration qui n'avaient pas été divulgués à l'ensemble du conseil. Il s'agissait, pour dire les choses clairement, d'une violation importante du pacte d'actionnaires qu'Éléonore avait signé. C'était également, selon la manière dont certains documents avaient été exécutés, potentiellement frauduleux. Pourquoi me dites-vous cela, ai-je demandé lorsqu'elle a eu terminé. Parce que vous en étiez le co-architecte, a répondu Éléonore. Vous avez construit ces modèles financiers à ses débuts. Vos empreintes sont sur les fondations intellectuelles de cette entreprise, ce qui signifie que si cela tourne mal, et cela va tourner mal, vous pourriez être impliqué par association. Même si vous n'y êtes pour rien. Comment savez-vous que je n'y suis pour rien? Parce que je connais votre travail, a-t-elle dit simplement. Et parce que la piste documentaire de l'accord avec Massilia Capital a une paternité juridique très spécifique, et ce n'est pas la vôtre. Je l'ai fait examiner. Je suis resté silencieux un instant. Le poulet sur mon comptoir avait refroidi. Dehors, le chêne vert bougeait légèrement sous le vent de novembre, son ombre se déplaçant sur le mur de mon appartement. Qu'avez-vous l'intention de faire, ai-je demandé. J'ai l'intention de convoquer une session d'urgence du conseil d'administration, a-t-elle déclaré. J'ai l'intention de faire appel à des conseillers juridiques externes, et je prévois de présenter ce que j'ai aux autres investisseurs concernés pour les laisser décider de la marche à suivre. Mais avant de faire quoi que ce soit, je voulais que vous le sachiez. Car vous méritez de le savoir. Parce que vous avez passé des années à aider à construire quelque chose que quelqu'un d'autre a discrètement démantelé pour son propre bénéfice, et parce que... Une pause. Je soupçonne que vous êtes vous-même en train de prendre des décisions d'ordre juridique.
Je ne lui ai pas demandé comment elle le savait. Que attendez-vous de moi, ai-je demandé à la place. Rien pour l'instant, juste que vous soyez au courant. Et peut-être, le moment venu, une conversation avec votre avocate sur les protections que vous souhaiteriez mettre en place avant que cela ne devienne public. Elle a terminé l'appel comme elle l'avait commencé, de manière précise, sans excès. Je suis resté assis sur mon canapé pendant un long moment après cela. L'obscurité de novembre s'installait autour de mon appartement, les chênes verts bougeaient toujours dehors. J'ai repensé à ces 9 années, à la table de la cuisine à 23 heures pour répéter les argumentaires. Aux 3 clients que je lui avais présentés, au dîner de financement d'Éléonore, au chemisier en soie et au téléphone déjà de retour dans sa main. Tu reviendras ramper pour t'excuser. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Sandrine Collin. Les 6 semaines qui ont suivi ont été les plus méthodiques de ma vie. Sandrine m'a mis en contact avec un avocat spécialisé en valeurs mobilières nommé Patrice Huet, qui a examiné mon niveau d'exposition avec la précision d'un chirurgien et a confirmé, après 2 semaines d'examen des documents, que je n'en avais aucune. Ma contribution à Harcourt Logique à ses débuts était d'ordre consultatif et relationnel, et non structurel de manière à toucher les accords de capitaux propres sur lesquels Éléonore enquêtait. J'étais clean, totalement clean. J'ai demandé le divorce un mercredi matin, début décembre. Valentine a reçu les papiers à son bureau, à l'étage de la direction d'Harcourt Logique, dans le 8e arrondissement de Paris. Je le sais parce que Sandrine me l'a dit et parce que Valentine m'a appelé 11 minutes après qu'ils lui ont été signifiés. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé. Je n'ai pas répondu. Elle m'a envoyé un SMS, nous devons parler de ça. Appelle-moi. J'ai répondu par SMS, mon avocate contactera le tien. 3 heures plus tard, Éléonore a convoqué une session extraordinaire du conseil d'administration d'Harcourt Logique. L'accord avec Massilia Capital y a été présenté dans son intégralité. 2 autres investisseurs dont les parts avaient été diluées ont engagé leur propre conseiller juridique avant la fin de la journée. Le lundi suivant, le bruit courait dans la presse économique parisienne qu'Harcourt Logique faisait l'objet d'un audit de gouvernance interne. Je l'ai appris par mon directeur général à Lyon, qui l'avait vu dans une newsletter. Il m'a regardé attentivement lorsqu'il l'a mentionné. L'entreprise de votre femme, n'est-ce pas, a-t-il dit. Ça l'était, ai-je répondu. Il a hoché la tête une fois et est passé à autre chose. Valentine a appelé 3 fois de plus cette semaine-là, laissant un message vocal, que j'ai écouté une fois et que j'ai sauvegardé. Clément? J'ai besoin que tu comprennes. Tout cela est complètement déformé. Éléonore réagit de manière excessive. L'accord avec Massilia Capital était un pivot stratégique. J'allais le révéler au bon moment. J'ai besoin que tu parles à Éléonore. Tu as de bonnes relations avec elle. J'ai besoin que tu lui expliques que j'agissais dans le meilleur intérêt de l'entreprise. S'il te plaît. Appelle-moi. Je l'ai écouté une fois. Je n'ai pas appelé. Laissez-moi vous parler de la conversation que j'ai finalement eue avec Valentine. Parce que je sais que vous l'attendez. Et je veux être honnête à ce sujet, car ce n'était pas la confrontation dramatique que vous pourriez imaginer. C'était quelque chose de plus calme et, à certains égards, de plus dévastateur. C'était un samedi après-midi à la mi-janvier. 3 semaines avant que notre divorce ne soit prononcé, Valentine avait demandé un appel par l'intermédiaire de nos avocats respectifs, une conversation structurée avec des règles de base. Ce qui est le genre de choses qui arrivent quand 2 personnes ne se font plus assez confiance pour se parler directement. Nos avocats n'étaient pas en ligne. Ce n'était que nous, mais Sandrine m'avait briefé en détail sur ce qu'il fallait dire et ne pas dire. Valentine était à Paris. J'étais à Lyon, dans mon appartement. Le soleil de janvier frappait le parquet sous un angle qui rendait tout très clair et très immobile. Sa voix était différente. Pas brisée. Valentine ne se brisait pas facilement, voire pas du tout. Mais la précision avait disparu. Ce calme calculé qu'elle avait toujours utilisé comme un outil présentait une micro-fissure. Je veux savoir, a-t-elle dit, si une partie de tout cela est récupérable. Quelle partie, ai-je demandé. Nous. J'ai pris une grande inspiration. Non, Valentine. Je ne pense pas à cause de l'enquête d'Éléonore? Non, à cause du dîner chez les Lemaire il y a 4 ans, et de chaque moment semblable entre cette date et le soir où tu m'as dit que je reviendrais en rampant. Silence. J'ai été soumise à une pression énorme, a-t-elle dit. Je sais que oui.
Je l'ai vu. Je l'ai soutenu. Pendant 9 ans, j'ai été la personne derrière ta pression, celle qui s'assurait que ta vie continue de fonctionner pour que tu puisses la gérer. Et à un moment donné, ce soutien t'est devenu invisible. J'ai cessé d'être une personne dans ton histoire et j'ai commencé à en être une condition. Et je suis resté trop longtemps, en espérant que cela changerait. Ce ne fut pas le cas. Je ne pensais pas ce que j'ai dit sur le fait de ramper. Je sais que tu ne le pensais pas de la façon dont c'est sorti, ai-je répondu. Je pense que tu pensais quelque chose de pire. Je pense que tu croyais sincèrement que je n'avais nulle part d'autre où aller. Et c'est la chose que je n'arrive pas à digérer. Un autre silence, plus long cette fois. Es-tu heureux, a-t-elle demandé. Sa voix avait changé. Plus basse. Il y avait quelque chose de presque inhabituel dedans. Oui, ai-je dit, et je le pensais pleinement, sans jouer la comédie et sans cruauté. Je le suis. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Je suis désolé, a-t-elle finalement lâché. Je sais qu'il est trop tard, mais je le suis. Je sais, ai-je répondu. Prends soin de toi, Valentine. Le divorce a été prononcé un jeudi au début du mois de février. Les conditions étaient simples. La maison de Paris, que nous avions achetée avec des fonds communs, mais qui avait pris de la valeur principalement au cours des années où je contribuais avec le salaire le plus élevé pendant qu'elle montait l'entreprise, a été vendue et divisée. Ma part des bénéfices m'a offert des bases qui, combinées à mon salaire de Lyon, m'ont placé dans une position que je n'avais pas occupée depuis avant de commencer à privilégier la trajectoire de quelqu'un d'autre par rapport à la mienne. J'ai acheté une maison dans le sud de Lyon 3 mois plus tard. Petite, dans une rue calme près du parc de la Tête d'Or, une maison des années 60 avec une véranda à l'arrière qui donnait sur un orme qui était probablement là depuis avant ma naissance. J'ai acheté des meubles qui me plaisaient vraiment. J'ai rejoint un club d'aviron sur le Rhône. J'ai recommencé à cuisiner pour de bon. Pas une cuisine de survie, mais celle qui prend un dimanche après-midi et qui parfume la maison de manière à donner envie d'y rentrer. Mon équipe à Lyon a clôturé l'exercice financier comme étant la division la plus performante de notre groupe régional. Mon directeur général a mentionné mon nom à l'équipe de direction d'une manière qui a conduit à une conversation dont je ne suis pas encore prêt à parler publiquement, mais qui, je dirais, m'a fait me sentir pour la première fois depuis très longtemps comme quelqu'un qui était clairement vu à sa juste valeur. Éléonore Vasseur et moi avons déjeuné à Paris un vendredi de mars. Elle était en plein processus de restructuration de la gouvernance d'Harcourt Logique, ce qui s'était traduit entre-temps par l'annulation de l'accord avec Massilia Capital par voie de négociation, et par l'obligation pour Valentine de céder 2 de ses 3 sièges au conseil d'administration. L'entreprise n'a pas été détruite. C'était toujours une activité viable, mais elle avait été restructurée de manière à limiter considérablement les prises de décision unilatérales de Valentine à l'avenir. Éléonore avait la même allure que d'habitude. Un tailleur élégant, un minimum de bijoux, et un café dans une tasse en céramique qu'elle avait apparemment apporté de quelque part, car le restaurant où nous nous sommes rencontrés utilisait des gobelets en carton, et Éléonore ne supportait pas les gobelets en carton. « Comment allez-vous » a-t-elle demandé après que nous ayons passé commande. « Bien » ai-je répondu. Et puis, parce que c'était Éléonore et qu'elle avait mérité mon honnêteté, vraiment bien, en fait. Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Elle m'a observé un instant. Je m'en doutais, a-t-elle dit. Vous savez, je vous ai remarqué la première fois que je suis venu dîner dans cette maison. Vous avez répondu à toutes les questions que j'ai posées sur ces modèles financiers. Valentine s'en est attribué l'essentiel du mérite dans la pièce, et vous ne l'avez pas corrigé une seule fois. Elle a légèrement penché la tête. Je me souviens m'être dit, cet homme est soit extraordinairement sûr de lui, soit extraordinairement patient. Aujourd'hui, je pense que la réponse n'était ni l'un ni l'autre. Quelle était la réponse, ai-je demandé. Vous étiez extraordinairement investi, a-t-elle répondu. En elle, dans le projet, dans le fait de faire en sorte que ça marche. Les gens font des choses extraordinaires quand ils sont investis. Le problème, c'est qu'un investissement sans réciprocité finit toujours par s'effondrer. C'est inévitable. C'est juste mathématique. J'ai longtemps réfléchi à cela après le déjeuner, en redescendant par l'autoroute A6 en direction de Lyon, avec le soleil de printemps sur l'autoroute et les cèdres le long de la route d'un vert poussiéreux. Un investissement sans réciprocité finit par s'effondrer. C'est juste mathématique. Je veux vous dire quelque chose à propos de la vengeance, car je pense que ce mot est souvent galvaudé.
Quand les gens parlent de se venger, ils veulent généralement dire qu'ils veulent voir l'autre personne souffrir. Et je ne vais pas prétendre qu'il n'y a pas eu une part de moi qui a ressenti quelque chose de vif et de satisfaisant quand l'histoire de Massilia Capital a fait la une de la presse économique. Et que l'image soigneusement construite de Valentine a pris un coup très public. Je suis humain. Je l'ai ressenti. Mais la vraie vengeance, celle qui guérit vraiment quelque chose, ne ressemble pas au fait de faire souffrir quelqu'un. Elle ressemble au fait de construire quelque chose qu'il vous avait dit incapable de bâtir. Elle consiste à s'épanouir dans la vie où il supposait que vous alliez échouer. Elle ressemble au fait de se réveiller un mardi matin dans sa propre maison, de se préparer un café que l'on aime, de conduire vers un travail qui reconnaît sa véritable valeur. Et de réaliser que la personne qui vous a dit que vous reviendriez en rampant est quelque part de l'autre côté d'une ville dans laquelle vous ne vivez plus, à gérer des conséquences qui n'ont plus rien à voir avec vous. Valentine croyait que je n'avais nulle part d'autre où aller. Elle avait tort. J'avais tous les autres endroits du monde où aller. Je n'y étais juste pas encore allé. La plus grande erreur que font les gens lorsqu'ils sont ignorés et sous-estimés est d'attendre que la personne qui les a ignorés finisse enfin par les voir. La correction ne vient jamais de l'intérieur de la relation. Elle survient au moment où vous décidez d'arrêter d'attendre et de commencer à avancer. J'ai avancé, et je ne reviens pas en rampant. C'est un samedi matin d'avril au moment où je finis de vous raconter cela. Je suis sur ma véranda, au sud de Lyon. L'orme est bien fourni maintenant, d'un vert printanier et bruyant à cause des oiseaux. Mon café est bon. Mon téléphone est silencieux. Plus tard dans la journée, je retrouve quelques personnes du club d'aviron. Et après cela, je vais cuisiner quelque chose de complexe et prendre mon temps. J'ai 39 ans. Je suis directeur des opérations d'investissement à haut rendement et stratège en chef pour une entreprise qui voit ce que j'apporte et me paie en conséquence. Je suis récemment divorcé d'une femme qui était brillante et accomplie, et qui regardait tout ce que je faisais pour elle en décidant que c'était simplement la météo. Quelque chose à quoi s'attendre, et non pas quelque chose pour lequel être reconnaissant. Je ne déteste pas Valentine. J'ai été honnête avec moi-même à ce sujet et c'est la vérité. Elle est ce qu'elle est et elle a bâti quelque chose de réel. Et le fait qu'elle l'ait construit en partie sur des fondations que j'ai aidé à poser n'efface pas le travail qu'elle a accompli, mais cela n'efface pas non plus ce qui m'a été fait au cours du processus. Ces deux choses peuvent être vraies. Ce que je ressens quand je pense à elle, c'est une sorte de lucidité. La même lucidité que l'on obtient après qu'une longue fièvre soit retombée. Tout semble un peu plus net. Les choses importantes paraissent évidemment importantes d'une manière qu'elles ne l'étaient pas auparavant. Éléonore m'a appelé la semaine dernière. Elle étudie un nouvel investissement à Lyon, une entreprise d'infrastructure d'énergie propre qui fait quelque chose d'intéressant avec le financement de micro-réseaux. Elle voulait discuter des chiffres avec quelqu'un en qui elle avait confiance. Elle m'a appelé. Je vais la retrouver pour prendre un café mercredi. Certaines choses, il s'avère, finissent toujours par trouver leur juste niveau. Les investissements, les entreprises, les gens, vous. La seule chose que vous ayez à faire est de refuser de laisser le plafond de quelqu'un d'autre devenir votre plancher. Ma femme a dit que je reviendrai en rampant. Je veux m'assurer qu'où que vous soyez en ce moment, vous entendiez ce que je vais dire. Allez-y, bâtissez, prospérez. Et laissez-les la prendre par quelqu'un d'autre.